Bienvenue sur Clapotis et je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir à mon micro Sandrine Dirani qui est autrice, conférencière et surtout la créatrice de Zeneduc, une plateforme qui propose aux jeunes des méthodes pour réussir leur scolarité. Alors bonjour Sandrine. Bonjour Cécile. Tu proposes donc des méthodes aux jeunes pour bien réussir, gérer le stress, trouver les bonnes méthodes justement. Pour réviser, je me suis dit que c'était l'occasion et le moment parfait de te recevoir sur Clapotis, puisque si on réfléchit bien, nous sommes à quelques semaines des dates fatidiques des oraux, des écrits de français. Et je te laisse déjà peut-être présenter rapidement la plateforme et puis après on va rentrer dans le vif du sujet avec toutes les questions qui intéressent nos jeunes. Oui, tout à fait. Alors écoute, l'objectif en fait de Zeneduc, c'est de proposer des formations qui mettent le jeune au centre de ses apprentissages. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de connaissance sans connaissance de soi au préalable. Donc Bien sûr. La volonté, c'est de créer un cercle vertueux entre connaissance de soi et connaissance tout court. Donc il y a des formations évidemment sur le français, sur les mathématiques, sur toutes les matières fondamentales. L'objectif étant que chacun puisse avoir acquis tous les fondamentaux pour entrer dans la vie active. Parfait. Alors, on se focalise sur les épreuves de français? Oui, tout à fait. Alors, tu parles dans un livre que j'évoquerai bien sûr à la fin, je donnerai les références aux jeunes. Tu parles dans ton livre, ton meilleur atout, c'est toi, de profil d'apprentissage. Alors déjà, qu'est-ce qu'un profil d'apprentissage et comment les jeunes peuvent mettre à profit justement ce profil pour bien réviser? Alors, Cécile, en fait, on dit, enfin, de façon, en vulgarisant un petit peu, mais on va dire qu'il y a 3 grands profils d'apprentissage. Le premier profil d'apprentissage, c'est les gens qui sont auditifs. Alors, en général, si je suis auditif, c'est j'entends, j'apprends. Donc ça, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de chance parce que le système scolaire est construit autour de ces gens-là. Donc, ils entendent le prof parler et ils arrivent à capter assez d'informations pour connaître, grosso modo, leur cours le soir et le retenir. Le deuxième profil, c'est des gens qui sont qui sont visuels. Oui, donc là, c'est des gens qui ont besoin de représentation mentale pour apprendre. Donc, c'est pas juste la mémoire photographique où, tu vois, j'apprends mon cours et je me fais comme des photos du cours et je sais à peu près te dire que telle idée est en haut à droite de ma page. Non, c'est pas seulement ça. C'est vraiment des gens qui sont capables de se créer des représentations mentales pour apprendre. Donc, par exemple, quand tu leur dis cheval, ils ferment les yeux ou ils voient le mot cheval ou bien ils voient un cheval, tu vois. Et le troisième grand profil d'apprentissage, ce sont les kinesthésiques. Donc là, c'est ceux qui ne sont pas vraiment connus. C'est les gens qui ont besoin de mouvements, d'émotions et de faire des liens émotionnels pour apprendre. Donc, ça va être typiquement, si tu veux, l'élève qui est toujours en train de se balancer en cours ou qui est en train de tourner son stylo à qui on dit il ne faut pas bouger. Et bien précisément, lui, c'est par le mouvement qu'il apprend. Donc, il a besoin de ce mouvement pour apprendre efficacement. Alors, pourquoi c'est important, si tu veux, d'apprendre ça, de connaître son profil d'apprentissage? Donc, il y a plein de tests pour le faire. Et d'ailleurs, dans le livre dont tu parles, il y a un test où ils pourront voir quel est leur profil prédominant. Mais on parle bien de profil prédominant. C'est-à-dire que c'est le profil avec lequel ils vont encoder le plus facilement le savoir. Donc, par exemple, si tu veux quelqu'un qui est plutôt auditif, il va devoir plutôt apprendre avec des podcasts, justement, apprendre en récitant son cours, tu vois, en s'entendant lui-même réciter son cours, ou bien en se faisant des questions-réponses avec un ami pour s'entendre, en fait, et entendre des voix. Quelqu'un qui est visuel va plutôt avoir tendance à apprendre en faisant des schémas, en faisant des cartes mentales, des sketch notes, parce que ça va ancrer plus facilement le savoir pour lui. Et quelqu'un qui est kinesthésique, il va devoir apprendre, il peut apprendre en mouvement, c'est-à-dire il faut qu'il prenne sa feuille, qu'il n'hésite pas à bouger. Il peut se faire aussi des représentations émotionnelles de ce à quoi ça lui fait penser pour mettre en lien dans son cerveau. Mais on dit bien que c'est un profil prédominant parce que si tu dois apprendre de façon privilégiée, on va dire, avec ton profil prédominant, il ne faut pas négliger les autres profils d'apprentissage pour apprendre vraiment bien efficacement. Parce que pour ancrer efficacement des apprentissages dans ta mémoire, le mieux, c'est quand même d'avoir fait intervenir les 3 profils. Tu parlais moi, je sais qu'en cours, je parle de flashcards, mais les sketch notes, tu peux préciser peut-être parce que je ne suis pas sûre que tous les jeunes voient ce que c'est exactement. Alors, c'est vraiment de mettre en image les cartes mentales, tu vois, tu pars de quelque chose au centre et puis ça irradie. Là, c'est vraiment pas la même chose. C'est-à-dire, tu as une feuille et tu te fais comme des cadrans
où tu écris les mots-clés et tu te mets quelques visuels pour apprendre. Donc, tu as les mots-clés, on va dire, de la page, et tu as des visuels qui font que c'est beaucoup plus facile et intuitif de les apprendre rien qu'en regardant. Tu te rappelles tout de suite de la page ou de la leçon. Voilà, ça va déclencher quelque chose après dans ta mémoire. D'accord. Exactement, exactement. Mais tout ça, c'est des outils visuels, si tu veux, pour apprendre plus efficacement. Oui, voilà, c'est ça. Alors, tu suggères aussi de faire un emploi du temps pour planifier les révisions. Alors, quel type de planning tu pourrais suggérer à nos jeunes là, qui arrivent dans quelques semaines devant les échéances? Comment on fait pour qu'il soit efficace et surtout qu'on le respecte, parce que c'est souvent ce que me disent les élèves, est-ce que je vais arriver à le respecter aussi? Alors, il y a deux choses déjà à savoir qui sont très très importantes pour comprendre pourquoi il faut faire un planning. La première chose qui est importante à savoir, c'est que on ne peut pas rester concentré plus de 25 minutes. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode Pomodoro. En fait, il faut se mettre des plages de 25 minutes parce qu'au-delà, en fait, le cerveau sature et donc il apprend plus. Donc, ce que je peux suggérer déjà aux jeunes, c'est de se faire plusieurs fois des séances enfin, donc, normalement, on dit que c'est 4 fois des séances de 25 minutes qui sont séparées, enfin, par des pauses en fait de 3 à 5 minutes. Et au bout de 4 fois 25 minutes, ils doivent prendre une pause un peu plus longue, disons une demi-heure, et enfin s'aérer surtout. Qui n'hésitent pas pendant leur pause à se lever, à ouvrir la fenêtre, à boire de l'eau. Ça va, oui, excusez-moi. Non, mais ça paraît en fait futile dit comme ça. Il y a une vraie interaction entre le corps et l'esprit qu'on a tendance à sous-estimer dans les cultures occidentales, mais qui est fondamentale. Boire un verre d'eau va oxygéner le cerveau. Donc, c'est pas du tout un outil ou c'est pas du tout anecdotique, c'est très important. Ouvrir la fenêtre, prendre une bonne respiration, ça va aussi réoxygéner leur cerveau. Et puis, s'ils sont familiers avec ça, faire un petit exercice tu vois, de méditation où ils reprennent un petit peu l'équilibre corporel, c'est aussi à encourager. Donc, en fait, tout ce qui va te mettre, finalement, te redonner de l'énergie et à favoriser. Donc, on va dire déjà qu'il faut segmenter en petites tranches de 25 minutes. Donc, déjà, qu'ils prévoient ça dans leur emploi du temps. La deuxième chose à savoir, c'est la réactivation. En gros, pour vraiment connaître, avoir mémorisé un apprentissage, normalement, on dit qu'il faut 5 réactivations. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. David House, en fait, tu apprends, on te dit quelque chose ou tu l'apprends, et en fait, le soir même, il te reste à peu près 20% de tes apprentissages, c'est-à-dire presque rien. Si tu veux que cette courbe, contrebalancer, on va dire cette courbe, tu dois réactiver plusieurs fois ta mémoire. Donc, sur une semaine de révision, normalement, on dit, tu sais que c'est le soir même, et puis un jour après, et puis une semaine après. Là, ils n'ont qu'une semaine. Donc, peut-être se prévoir une journée d'apprentissage, le lendemain où ils réactivent, et après, en fait, en peau de chagrin, ils voient que ce qui manque. Donc, tous les jours, ils réactivent, mais juste sur les petites informations qu'ils n'avaient pas vraiment enregistrées dans leur cerveau. Donc, ça, c'est la deuxième chose importante à savoir. La troisième chose importante à savoir, c'est que si tu veux t'en servir de ton emploi du temps et que tu mets que des contraintes, eh ben forcément, c'est pas très, très motivant. Donc, quand ils vont faire leur planning, moi, ce que je suggère toujours aux jeunes, c'est de mettre évidemment les plages de révision qui sont essentielles. Donc, disons, je sais pas, tu vois, ils veulent réviser telle leçon de français le lundi. On a dit réactiver rapidement. Donc, c'est une révision de 5-10 minutes le lendemain. C'est pas très long. La même leçon, mais qui prévoit aussi, en fait, dans leur emploi du temps, des plages où ils vont faire des activités qui leur font du bien. Alors, quand on dit que les apprentissages sont basés sur la connaissance de soi, tu as 2 grands types de personnes. Tu as les gens qui ont dit introvertis et les gens qui ont dit extravertis. Et on va sortir de ce qu'on pense, enfin de ce que toi, moi, on pense de ces mots-là, parce que c'est pas du tout ça. Quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui va se ressourcer en lui-même. Donc, il va retrouver de l'énergie en étant centré sur lui-même. Donc, c'est la personne qui va, disons, écouter de la musique ou qui va faire une méditation ou qui va avoir des moments de silence. Quelqu'un d'extraverti, c'est plutôt quelqu'un qui va se ressourcer en l'autre. Donc, c'est celui qui va, pour se ressourcer, devoir voir ses potes ou les appeler ou faire une activité. Tu as des gens qui sont sportifs, qui se ressourcent par le sport. Donc, vraiment, pour se servir de leur emploi du temps, qui mettent de façon incompressible, c'est obligatoire,
qu'ils aient des moments où ils se font du bien, Bien où ils sûr. reprennent de l'énergie Mm. et qui s'y tiennent. Ça veut dire ils n'ont pas Oui. fini de réviser je sais pas quoi, enfin je sais pas quelle leçon de français ou quelle figure de style, c'est pas grave. Ils marquent une pause, ils se ressourcent, ils se font du bien et ils peuvent reprendre leurs apprentissages. Mm, Je mm, pense que s'ils apprennent vraiment à mixer tout ça, ils auront beaucoup plus de facilité à se servir de leur planning. Dernière mm. chose, Mm. ne pas hésiter à mettre des minuteurs. Oui. Sinon, on se laisse déborder par le temps. Et puis, on se dit que c'est pas grave, c'est pas grave. Et en fait, si, il faut se tenir. On a un rythme. On se met un minuteur, 25 minutes. Je me suis fixé un objectif, je le tiens. Mhm. Je passe au truc d'après quand ça sonne. Enfin, je passe à ma pause et je respecte mon temps de pause. Je reprends mes 25 minutes. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour bien apprendre. Dernière chose, parce qu'en parlant, je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose qui pouvait être assez important. Oui. Par slot de 25 minutes, se fixer des objectifs. On ne se lance pas dans 25 minutes de révision sans savoir ce qu'on va faire. Oui. Donc, au début de la semaine, là, enfin, ils se Mm. mettent un planning où ils segmentent en fait tout ce qu'ils ont à faire et ils disent voilà, moi pour tout avoir fini, il faut que je fasse, donc ils vont partager leurs apprentissages, bien segmenter leurs apprentissages pour que tout puisse tenir dans la semaine de révision. Et à chaque slot de 25 minutes, ils se mettent un objectif qu'on Mhm. appelle des objectifs SMART. Donc, tu as déjà dû en entendre parler. Oui. Mm. Un objectif SMART, S, il est spécifique. Ça veut dire je vais apprendre telle leçon, ou je vais réviser telle figure de style, ou je vais réviser tel bouquin. Donc, ça, c'est une première chose. Il doit être mesurable. Donc, on doit pouvoir savoir à la fin si vraiment on a progressé dans ces 25 minutes. Il doit être ambitieux. Ça veut dire qu'on ne va pas dire je vais voir juste une seule figure de style en 25 minutes. C'est un petit peu short, on va dire. Mais en même temps, il doit être réaliste. Parce que si tu te mets des objectifs, tu vois que tu as une montagne à gravir, bon, bah, tu vas directement te démotiver. Tu vois les 25 minutes, tu te dis, ouh là là, il y a tout ça à faire. Et tu vas dire, oh, non, non, je ne vais pas y arriver. Donc, il faut quand même se donner des choses réalistes. Et le thé, tu dois m'aider, parce que là, bien sûr, ça me sort. Il doit être mesurable dans le temps. C'est ça, je sais que j'ai dit le temps et la Voilà. Et donc temporalité. ça va bien, puisqu'on a justement la méthode Pomodoro avec les 25 minutes. Ouais. Donc voilà, ça serait mes conseils pour un planning qui va être efficace et qui va être surtout suivi. Voilà. Donc retenez bien SMART. D'ailleurs, tu me donnes une idée, j'aurais dû y penser avant. Je vais mettre ça dans ma salle de classe, tu vois, avec l'objectif SMART. Oui, ça aide beaucoup les jeunes, tu vois, vrai. de partir avec quelque chose de concret. Ouais. Et puis alors, là, j'ai envie d'aborder quelque chose qui est important à mon avis, parce que parfois on entend, tu sais, dans l'année, et puis quand il y a les échéances de bac blanc, on entend les élèves dire, je comprends pas, déçus par une note, hein, je comprends pas, je connaissais tout le cours par cœur, et devant la copie, alors, ou j'ai tout oublié, ou autre cas de figure, je pense au français en particulier, et notamment à la dissertation littéraire, tu as le cas de figure de l'élève qui avait vraiment appris toutes les notions du cours, tu vois, par exemple, parce que maintenant ils ont des œuvres intégrales, ils savaient tout sur Rabelais, tout ce qu'il fallait. Et puis face aux sujets de dissertation, qui sont parfois, ces sujets sont complexes, hein, l'élève est perdu, il n'arrive pas à structurer sa pensée, à construire un raisonnement. Et là, qu'est-ce que tu peux leur donner justement comme conseil pour éviter ça, ou du moins gérer cette partie-là de l'épreuve? Alors, pour répondre à ta question, je vais revenir sur quelque chose de fondamental à bien comprendre, c'est que apprendre, c'est pas comprendre, c'est pas mémoriser, c'est pas analyser. Il y a 5 étapes dans le processus d'apprentissage. La première étape, c'est de porter son attention. La deuxième étape, c'est de comprendre. La troisième, c'est de mémoriser. La quatrième, c'est d'analyser, de réfléchir. Et la cinquième, c'est d'extrapoler. Pour répondre à ta question, je vais me focaliser sur deux de ces étapes. La première, c'est que très souvent, les jeunes comprennent et donc ils disent « Ah, c'est bon, j'ai appris ». Tout à fait. En fait, quand tu comprends, ça veut dire, en gros, ça prend exactement, pour le cerveau humain, ça prend une fraction de seconde. Il y a la seconde avant où tu n'avais pas compris et la seconde après où tu as compris. Donc, c'est une fraction de seconde. C'est essentiel, effectivement, de comprendre pour pouvoir bien apprendre, mais en revanche, ce n'est pas suffisant parce que ça veut dire que l'apprentissage, tu l'as dans ta mémoire à court terme. Oui. Donc, tu as l'illusion de savoir, puisque tu es encore face à tes notes,
tu es encore, tu vois, et donc tu vérifies, tu dis, ah oui, ça je sais, ça je sais, ça je sais. Oui. Mais en fait, ce n'est qu'une illusion parce que quand une semaine plus tard, tu te retrouves face à ta feuille d'examen, eh ben, tu te rends compte que tu as tout oublié parce que tu Mm. n'as pas fait l'effort de passer à l'étape suivante, qui est l'étape de la mémorisation. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de réactiver plusieurs fois sa mémoire et de vérifier que, en dehors de tes notes, mais si tu caches tes notes, en fait, tu as bien ancré le savoir dans ta mémoire. Eh bien, et du coup, ils n'ont pas réactivé plusieurs fois leur mémoire et donc face à l'examen, ils ne savent plus rien parce qu'ils ne sont pas passés par la phase mémorisation. Donc, on revient bien sur la première étape, sur ta première question, essentielle de faire un planning avec des réactivations de la mémoire où tu vérifies Voilà. que le savoir est véritablement ancré et que si tu ne prends pas tes notes, si on te pose une question, par exemple, tu peux vraiment réviser aussi avec des copains, hein, que si ton copain te pose Oui. une question précise, Mm. tu es capable de répondre précisément à cette question sans avoir recours à tes notes. Donc ça, c'est la première chose. Ta deuxième question, c'était les gens finalement qui sont hors sujet. Donc, Oui, c'est c'est des ça en gens, fait. voilà, c'est des gens qui ont compris, c'est des gens qui ont mémorisé, donc on va dire que ces étapes ne posent pas de problème, Mhm. sauf que face au stress, Mm. ils vont vouloir régurgiter tout ce qu'ils savent. Donc, Exact. ils ont appris Rabelais par cœur et ils vont nous faire un des tomes de Rabelais. Mhm. C'est pas ce qu'on leur demande. Mm. En général, pour éviter cet écueil, la chose la plus importante à faire, c'est vraiment se focaliser sur les énoncés, Mm. sur ce qu'on attend de toi. Donc, Mm. avant de se lancer tête baissée dans l'examen, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est déjà de marquer une pause, de respirer profondément, donc de se libérer de tout le Mm. stress qu'ils ont et de faire le vide en eux, on va dire. Et après, de prendre le temps, parce que c'est jamais du temps perdu, d'analyser bien les questions, ce qui leur est explicitement demandé, Mm. et que ça, s'ils savent quelque chose en plus, tant mieux pour eux, pour leur culture générale, mais ce n'est pas ce qu'on leur demande dans l'examen. Donc, ils doivent vraiment faire le tri, forcer leur cerveau à faire le tri dans le stock des informations qu'il a, pour savoir l'information qui est vraiment pertinente pour répondre à la question donnée, et Mhm. l'information qui n'est pas pertinente. Et quand bien même ils savent plein de choses en plus, c'est super pour eux, mais tant pis, ils le mettent de côté, ce n'est pas la question qui leur est Mm. demandée. Donc Mm. comme Mm. ça, on évite des hors-sujets et des énormes déceptions, effectivement. Oui, voilà, c'est ça. Mm. Alors, là, on est le jour J. On est le jour Si J. tu, Oui, pardon. j'avais juste un petit truc Oui, à rajouter, oui. peut-être un petit outil Vas-y. qui peut vraiment les aider pendant. C'est très très facile à mettre en place, mais c'est un petit outil qui peut vraiment vraiment les aider pendant cette phase de Ouais. révision. Quand on dit qu'on passe, si tu veux, de la compréhension à la mémorisation, en fait, il y a un petit outil pour le vérifier très simplement. Mhm. Quand tu es à la compréhension, tu es encore dans une phase de perception, c'est-à-dire quand on parle de perception dans les apprentissages, ça veut dire que tu es soumis à tes notes. Mhm. Donc, tu vois quelque chose, tu vois tes notes, tu entends le prof et tu comprends ce qu'il dit. Donc, tout ça, en fait, tes sens t'envoient des informations que tu comprends. Mm. Pour vérifier que tu les as vraiment bien stockées dans ton cerveau, Mm. ce que j'encourage les jeunes à faire, c'est de prendre une feuille blanche. Donc, ils cachent leurs notes, ils n'ont plus accès à rien. Ils Mm. prennent une feuille blanche et ils essayent de se refaire la leçon. Mm. Donc, ils prennent le titre, déjà, ils essayent de voir s'ils se rappellent du titre, s'ils se rappellent du plan du cours, et ils commencent à remplir chacune des parties avec tout ce dont ils se rappellent. Alors, en fonction, comme on a dit tout à l'heure, des profils d'apprentissage, il y Oui, a des voilà, c'est jeunes qui ça. vont te mettre des mots-clés, il y a Ouais. des jeunes qui vont te faire des schémas. Mm. Peu Mm. importe, ça, c'est vraiment pas un problème. Mais vraiment, mettre tout ce dont ils se rappellent dans chacune des parties. Une fois Mhm. qu'ils ont vraiment tout rempli, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, ils reprennent leurs notes et ils voient ce qui manque dans ce Mhm. qu'ils ont, dans ce qu'ils avaient dans leur feuille blanche. C'est ce qu'on Mm. appelle la technique du gruyère. Et Mhm. après, en fait, session après session de révision, Mm. ils ne révisent que les parties manquantes, que les trous du gruyère, et ça leur permettra de vraiment vérifier que leur cerveau, face à une feuille blanche, est capable de ressortir l'information. Et c'est vraiment une façon très facile et très puissante de vérifier qu'ils ont bien ancré les apprentissages. Belle image, hein, la technique du gruyère. Voilà, Ça parle exactement. tout de suite. Alors là, on est donc le jour J.
on est là dans quelques jours à l'écrit. On sait que pendant 4 heures, ils vont plancher sur un sujet de disserte ou de commentaire littéraire. Et puis, j'anticipe, ils vont après faire passer l'épreuve orale. Tu le sais par expérience pour avoir plein d'élèves en session. Beaucoup d'élèves là commencent à stresser. Commencent un petit peu à cauchemarder en se disant, puis c'est normal hein, en français, si quelque part c'est leurs premières épreuves là, qu'ils connaissent véritablement. Pour terminer, tu as des petits conseils là pendant le temps de révision, juste quand ils sont devant la porte avant de passer l'oral ou de rentrer dans la salle de l'écrit, et puis après, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là? Alors, pendant la période de révision, où ils ont encore un petit peu de temps, on va dire, devant eux, surtout de ne pas négliger leur corps. C'est ce que je te disais tout à l'heure, et tu vois, le livre que j'avais écrit, c'est vraiment ça, c'est de dire, prenons un jeune dans son intégralité. Un jeune, c'est un cœur, c'est un corps et c'est un cerveau. C'est pas qu'un cerveau, et même en situation d'examen, on n'est pas qu'un cerveau. Donc, pendant la période en fait des examens, on respecte son corps. On mange de façon équilibrée. On essaye de dormir suffisamment. On essaye de prendre des vitamines pour se renforcer. Et surtout, on essaye de commencer à faire quelques exercices pour se relaxer. Parce que tout ce qui va être important, il y a beaucoup de jeunes qui ratent leurs examens, pas parce qu'ils connaissaient pas parce qu'ils ont suffisamment appris, simplement parce qu'ils vont trop stresser au moment de l'examen. Donc, on apprend à retrouver un équilibre dans son corps. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, comme on dit, enfin, moi, je suis pas pour des méthodes que tu appliquerais, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont se ressourcer en allant courir, si tu veux, faire un footing de 30 minutes, et tu as des gens qui vont se ressourcer en faisant une méditation. Moi, peu importe. À un moment, il faut qu'ils se recentrent et qu'ils écoutent leur corps et qu'ils mettent leur corps en condition de réussite. Maintenant, on est à 5 minutes de l'examen. Voilà. Tu fais le vide en toi, déjà. Plus de révision 5 minutes avant l'entrée dans la salle, ça ne sert absolument à rien, évidemment, sauf à se stresser, à se dire, ah, tiens, je ne savais plus, alors qu'on sait. Donc, on fait le vide en soi et j'encourage 2, 3 vraies respirations, c'est-à-dire une inspiration profonde, une expiration profonde 3 fois. On marque une pause et là, on se lance dans son épreuve. Et encore une fois, prendre le temps de comprendre n'est jamais une perte de temps. C'est un gain de temps. Attention de ne pas se lancer tête baissée dans quelque chose qui n'est pas ce qu'on vous demande. Donc, vraiment prendre le temps en amont de bien comprendre ce qu'on attend de soi. Et pour ceux qui ont un problème avec la gestion du temps aussi, peut-être avoir une montre, tu vois, pour un timer pour vérifier qu'ils sont dans les temps pour pas s'angoisser. Donc, s'accorder un temps, tu vois, pour réfléchir et faire leur plan, ou tu vois, un temps de brouillon, et après un temps où ils se lancent. Et ne pas se soucier de regarder ce que font les autres à côté aussi. Ah bah oui, ça évidemment, c'est pas parce que quelqu'un est en train de gratter qu'il est en train de réussir son examen. Voilà, non, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux être totalement hors sujet, et de toute façon, mieux vaut être synthétique, carré, bien répondre aux questions, quitte à avoir pris un peu plus de temps et avoir écrit un petit peu moins. Donc vraiment, on ne sait pas ce qui se passe ni sur la copie d'autres, ni dans la tête des autres. On se concentre sur soi. Sur ce qu'on sait, on essaye de mobiliser son cerveau pour ressortir. Et puis, on panique pas. C'est-à-dire, si pendant les 5 premières minutes, il n'y a rien qui vient, on attend un mot-clé, on attend un truc, et tout va finir par revenir. Donc, surtout, on panique pas. Et comme tu le sais, là, de français, à moins d'être le premier convoqué le matin ou l'après-midi, pendant que tu prépares, tu as un autre élève qui fait son explication, sa lecture linéaire, l'entretien, etc. Et souvent, les élèves disent mais comment faire pour s'isoler, qu'on ne soit pas tenté d'écouter. Alors, ils ont le droit au boule caisse, hein, mais certains, ça les embête. Est-ce que tu as des petites techniques pour justement qui vraiment arrivent à s'isoler et se dire bah, je suis dans mon cocon de préparation, j'essaie de ne pas être parasité par tout ce qui est les remarques du professeur, celui qui passe. Est-ce que tu as des petites astuces par rapport à ça? Alors, on va pas se cacher que c'est quand même vraiment difficile. C'est vrai que quand tu as quelqu'un qui passe, de toute façon, ton esprit est tenté. Et puis, en fonction des profils, tu as des profils. Alors là, c'est de personnalité, hein, mais qui vont être plus tentés par, tu vois, qui entendent une mouche voler. Et puis, tu as ceux qui arrivent, qui ont une capacité de concentration incroyable et qui arrivent à rester dans leur truc. Donc, il n'y a pas vraiment, si tu veux, d'outils magiques. Ce que je peux leur dire, c'est vraiment d'essayer
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si tu fais ces respirations, déjà, tu es dans un temps calme. Ça. Voilà, c'est ça. Voilà, tu rentres dans ton cerveau et puis tu as beaucoup plus de chances quand on dit concentré, c'est d'être centré en fait. C'est centré en toi et du coup faire abstraction de ce qui se passe ailleurs. Mais on va pas leur mentir, ça reste quelque chose de plus compliqué. Eh bien, écoute, merci pour tous ces conseils, non pas de dernière minute, hein, c'est des conseils très précieux, hein, puisqu'il reste encore quelques semaines. Et puis moi, j'invite très vivement les élèves et puis les parents à se diriger aussi vers ton livre. Donc, tu peux redonner les références, hein, même si je les ai données tout à l'heure. Alors, c'est Ton meilleur atout, c'est toi, aux éditions De Book Supérieur. Donc, 9 étapes pour mieux se connaître et réussir ses études, c'est ça? Exactement. En fait, c'est 9 étapes à travers, c'est ce que je te disais tout à l'heure, le corps, le cerveau et le cœur, pour montrer qu'on est un être humain entier et que pour réussir, et d'ailleurs, je déteste ce mot, mais pour pouvoir apprendre efficacement, en fait, on a besoin de prendre ces 3 dimensions parce que l'une ne va pas sans l'autre. Des tests, des petits quiz, des vidéos, des audios, enfin bref, un livre plus que complet, hein, je le dis parce que je l'ai épluché de A à Z. Et donc, je vous mettrai bien sûr en référence ce livre que vous trouverez à la fin du podcast. Et puis, je vous dis très bonne révision. N'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et encore un très très grand merci Sandrine, car je sais que ton temps est précieux. Merci à toi. Merci à toi Cécile et bon courage à tous.